Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, ou si tu es déjà abonné, nous sommes sur la vidéo partie numéro 2 de la réfection de mon Rocket. Vidéo pour laquelle la marque Athena, tu vois, marqué juste ici, bon j'ai la caméra qui fait un peu chier là, pour laquelle donc la marque Athena m'a envoyé plein de pièces pour faire un moteur complet et surtout le tout nouveau cylindre Athena FL70 Racing. Franchement, c'est une belle petite pièce. Je pense que pour le monde du booster ou en tout cas du Minarelli vertical en refroidissement par air, ça va changer beaucoup de choses. Donc j'ai bien hâte de l'essayer. En attendant, je te montre un petit peu, je t'en fais un petit récapitulatif. Hein, voilà, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne et où tu découvres ce scoot là via cette deuxième partie, je te remontre un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui va arriver. Donc là, voilà le châssis du véhicule qui est en cours. Donc j'ai déjà fait un démontage complet de l'ensemble, réparation de la fourche. J'avais énormément de jeux dans les roulements de colonne de direction ici et en bas. Donc si jamais tu veux voir comment j'ai fait, je t'invite à retourner voir la vidéo numéro 1, donc partie numéro 1. J'ai réussi à retrouver une partie des carénages en neuf, en l'occurrence marchepied qui n'est plus du tout fabriqué, donc j'ai eu de la chance. Ça c'est de l'occasion, ça c'est de l'occasion, ça provient du scoot quand il est arrivé, donc il faudrait que j'en trouve un dans l'idéal, un neuf, ça serait bien, cache batterie là. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite donc j'ai aussi d'arriver le tablier avant 100% neuf, passage de roue 100% neuf, quelques pièces de chez Doppler qui m'ont été envoyées aussi, que je remercie énormément. Embrayage Doppler SX86, cloche d'embrayage Doppler SX86, disque avant Doppler, levier de frein, un kick, une transmission secondaire Doppler, des ressorts d'embrayage juste là, un obturateur de pompe à huile juste là, quelques pièces que j'ai recommandées en plus moi-même à côté, poignée de gaz, un petit commodo, un petit peu de visserie, une écope de refroidissement, des cabochons de clignotants. Et surtout, on va aller voir le plus intéressant, la partie moteur. Donc là, tu vois une partie des carénages que je vais monter dessus qui est bonne à repeindre, mais j'ai acheté simplement parce que j'avais aucune patte de casser dessus. Et donc là, surtout, le plus intéressant maintenant. Donc la config Athena, alors tu vois, je te montre un petit peu leur flyer, tout ce que tu vois là, donc le cylindre Athena 70 FL, l'échappement, le carburateur, le vilebrequin, l'admission Big Valve, etc. Voilà, tout m'a été envoyé par Athena. Donc je les remercie encore énormément. Donc là, tu vois le cylindre et sa culasse qui sont là. Vraiment une belle petite pièce. Alors ils appellent ça FL, pourquoi si jamais tu connais bien le monde du scooter, c'est pas vraiment du FL comme on peut le voir sur des gros moteurs, en l'occurrence comme ceux-là. Voilà. Là par contre c'est du FL parce que on enlève les goujons du carter moteur, on vient lui mettre 4 vis BTR à l'embase et ça leur a permis en fait tout simplement de pouvoir faire un échappement qui soit digne de ce nom. Donc tu vois, un échappement avec des boosters. Tout simplement, ils ne sont plus embêtés par l'anthrax des goujons. Donc, tu viens mettre tes vis BTR par le côté, tu vois. Donc là, tu as juste le passage pour la clé qui est fait en biais. Tu mets ta vis BTR par le bas. Idem pour la partie arrière, sauf que là, tu viens la visser par le haut. Et tu as 4 autres vis BTR qui viennent se loger dans la culasse. Hop, comme ceci, je vais y arriver. Tac, qui viennent se loger ici dans la culasse, et donc voilà, ça a libéré énormément de place à ce niveau-là pour le conduit d'échappement. La partie avant du conduit d'échappement, tu vois, c'est bouché totalement, donc là au moins pas de souci. La partie arrière, elle par contre, elle va jusque dans le bas. Donc ça c'est la petite révolution pour leur cylindre. Je pense que ça va être vraiment sympa. Ils annoncent un beau gain en plus de performance, donc on vérifiera ça sur le banc directement. J'ai aussi le vilebrequin Athena, donc pour piston en axe de 12. Forcément, le piston qui lui est là également. Hop. Tu vois, piston plat, comme à l'habitude de chez Athena sur ces cylindres-là. Alors après, on aime, on n'aime pas. Bon, moi, j'ai pas forcément trop d'avis là-dessus. Je dirais que ça fonctionne, donc voilà. Le chouette échappement Athena Racing aussi, qui font spécifiquement pour ce cylindre. Avec une belle cartouche en carbone. Carbone véritable, je précise. Donc ça c'est pareil, c'est une très chouette petite pièce. Donc voilà pour ça. J'ai également reçu un allumage Malossi et ma chère team.
Ça, par contre, ça vient pas de chez Athena, hein, forcément, c'est du malos. Le carburateur de 24 pour mettre dessus, si j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà, carburateur type PWK. Et j'ai également une big valve Athena hein, qui va avec, donc qui nous permet de mettre des grosses boîtes à clapets, donc là en l'occurrence des boîtes à clapets de Minarelli AM6, hein, ce qui devrait grandement améliorer le remplissage du cylindre. Enfin voilà, un petit peu pour ça. De toute façon, je te remontrerai toutes les pièces en détail au moment du montage. Cette seconde partie va surtout être dédiée au moteur. Donc là, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Donc en fin de la première partie de la vidéo, tu m'as vu faire donc l'alignement des carters, enfin je t'ai montré en tout cas l'alignement des carters au cylindre. Donc ça sur les deux carters hein, c'est fait. Donc là et là un petit peu plus de boulot sur ce demi-carter là que sur le grand demi-carter. Et surtout j'ai terminé par hop, le passage de la variation grande plage. Donc j'ai meulé les parties basses, les renforts, la partie haute et les renforts également. Donc voilà pour ça. Maintenant mes carters moteurs donc eux sont totalement prêts à monter. Je vais pouvoir monter le vilebrequin, les roulements, etc. Et puis ensuite on va pouvoir commencer à prendre toutes les mesures du moteur. J'en profite donc en même temps pour te présenter donc le vilebrequin Athena. La petite marquette de couleur hein, que tu vois dessus, c'est normal, c'est du dégraissant que j'ai mis dessus, parce qu'ils arrivent un petit peu huileux hein, pour ne pas s'oxyder en cas de stockage, etc. chez les différents vendeurs. Donc bon, franchement, belle pièce. Surtout la bielle est assez conséquente en termes de dimension, donc ça me plaît. Je pense que ça devrait pas mal encaisser hein, pour ce type de config, là, ça devrait être pas mal. Donc bien sûr, hein, Vilo masse pleine, et donc pour ce modèle là, axe de 12 hein, que je conseille vivement sur ce genre de configuration sur booster. Bon, du coup, nous voilà sur l'établi dans la salle de bain. Donc là, je vais commencer à faire les premières mesures hein, au niveau du haut moteur, hein, ce qui nous intéresse le plus dans ce moteur-là. Donc première chose, hein, je te conseille déjà de bien lire la notice Athena qui est fournie avec le cylindre. Je te montre, hein, tu vois. Donc la notice, il y a une partie en français et surtout tu as tout le schéma de montage. Pourquoi je te parle de ce schéma de montage là? Parce que tout simplement, tu vois, par exemple les vis d'en base sont à monter avec les petites rondelles spécifiques. C'est des rondelles avec une base en caoutchouc dessus en fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les rondelles bien spécifiques. Hein. Tu vois, moi d'instinct j'aurais été les mettre au niveau de la culasse et en fait non, pas du tout. Idem, hein, les vis de culasse, tu vois, c'est pareil, c'est des vis très spécifiques hein, qui sont fournies avec. Donc là c'est pareil, hein, bien faire attention, ne pas se tromper. Et puis ensuite tu as donc les petits goujons là qui sont fournis pour l'échappement. Bon ça honnêtement, moi j'ai horreur de ces trucs là, ça me fait chier plus qu'autre chose en général. Donc je pense que je ne vais pas les monter. Autre chose, avec le cylindre, tu as de fourni des clapets. Donc ces clapets là, si tu conserves la boîte à clapets d'origine, je te conseille de les monter. Si comme moi tu montes la big valve, hein, donc tu vois la big valve, tu as cette cale là qui est fournie avec. Et ensuite c'est une boîte à clapets type AM6, hein, donc là les bons clapets sont déjà dessus. Donc voilà. Pareil hein, pour la big valve, je te conseille surtout de bien lire la notice aussi. Il y a une façon de la monter très spécifique. Voilà pour ça. Donc maintenant, première chose, avant de prendre les mesures du moteur, on va déjà aller faire le squish. Alors le squish, qu'est-ce que c'est si tu ne connais pas? C'est de venir mesurer la distance qu'on va avoir ici, donc entre le piston quand il est au point mort et la culasse. Donc la culasse, hein, tu vois ici, donc on a, je vais me rapprocher un peu, voilà, donc ici tu as toute la chambre de combustion, la partie relativement plate ici c'est la bande de squish. Donc on vient mesurer en fait avec un fil d'étain en l'écrasant hein, la distance qu'on a entre cette bande de squish là et le piston. C'est quelque chose qui est très important à faire parce que premièrement ça va définir le taux de compression du moteur. Surtout sur un moteur à air, c'est très important de le mesurer.
Et ensuite, ça va nous définir également les diagrammes du moteur, donc la hauteur des transferts, conduit d'échappement, admission, etc. Dans le cylindre. Donc là, moi, la notice me dit entre 0,75 et 0,80 si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Donc moi, je vais tâcher de le situer à cet endroit-là. Donc première chose, hein, pour faire ma mesure, je vais déjà monter le cylindre avec le joint en base. Donc tu vois, j'ai un 0,40, 0,50, 0,60 d'épaisseur. Donc je vais le monter avec le 0,50. Et puis je vais déjà voir la mesure que ça me donne. Autre chose, les joints pour ce cylindre-là sont très particuliers. Tu vois, il y a un espèce de revêtement dessus, un peu comme un espèce de joint plus mou, un peu caoutchouc dessus. Hein. Donc cette partie-là, si tu lis bien la notice, il te précise bien que ça doit être monté côté cylindre et non pas côté en base. Donc voilà, je vais déjà monter ça, je fais la mesure et on se reprend. Donc là, tu vois, comme je te l'expliquais, hein, des vis BTR que tu viens mettre à l'embase. Et donc le cylindre, tu vois, il a un usinage spécifique pour venir placer la clé Allen au bon endroit, de la bonne façon. Et tu vois, voilà, c'est plutôt bien fait. Et donc sur la partie arrière, c'est pareil, on a le même usinage, hein, que je t'ai montré tout à l'heure, sauf que là, la clé Allen, elle passe directement par ici. Au passage, hein, petite bidouille que je viens de faire pour me faciliter les choses et être sûr d'avoir un bon serrage. Surtout à l'embase du cylindre. La notice Athena te dit qu'il faut mettre 10 Nm de serrage. Excuse-moi, je rote en même temps, désolé. La notice Athena te dit qu'il faut mettre 10 Nm de serrage à l'embase du cylindre, c'est-à-dire 1 kg. Le problème étant de pouvoir passer une clé dynamo, tu t'en doutes bien. Donc moi en fait, eh bien, ce que j'ai fait, j'ai pris une vieille clé Allen tout simplement, que j'ai coupée dans sa longueur. Et tu vois là, tac, j'ai donc ma clé Allen qui est là. Une petite douille de 5 puisque c'est du 5 hein, et tu vois hop, tac, comme ça je viens faire mon serrage sans problème, hop, voilà. Donc là au moins je suis sûr d'avoir mis ce qu'il fallait. Bon forcément celle-ci elle a décidé, voilà. Et pour la partie avant, donc là sur le côté, alors là c'est pas terrible pour le coup, j'aime pas faire comme ça, mais bon j'ai pas vraiment le choix, étant donné que j'ai eu deux clés Allen comme ça spécifiques Athena. Pourquoi j'en ai eu deux? J'en ai eu une de livrée avec le cylindre, mais t'en as aussi une de livrée avec le kit Big Valve. D'ailleurs, je te conseille vivement de le prendre, ce kit d'admission là, parce qu'en termes de performance, entre ça et l'admission d'origine, clairement, ça n'a rien à voir. Bref, donc sur les deux, il y en a une que j'ai coupée, hein, et même chose, tu vois, elle vient sur le côté comme ça, et avec la clé dynamo, clac clac, je peux aller la prendre. Donc voilà. Bon alors j'aime pas trop ça parce qu'on serre avec la partie en boule, hein. C'est assez fragile, faut faire bien attention, faut serrer ça comme il faut, pas de trop, ni insister, ni quoi que ce soit, mais bon voilà, en tout cas, petite technique que moi j'utilise. Donc maintenant, mesure de squish, hein. Donc si jamais tu connais pas, je te réexplique. Un petit peu de graisse, je mets 3 points de graisse sur mon piston, alors un en face de l'arrière, il n'y a pas de goujon mais on va imaginer qu'il y en a. Un en face de l'arrière droite, un en face de l'arrière gauche, un en plein milieu du conduit d'échappement. Ensuite, je prends 3 petits bouts d'étain. Hop, donc là, moi c'est de l'étain de 1 mm. Hein. Bon, dans la notice, il conseille 1,5, mais 1 mm c'est largement suffisant. Donc je me coupe 3 petits bouts, je viens les coller sur mes points de graisse. Hop. Ensuite, forcément, hein, je monte ma culasse. Je reprends ma clé dynamométrique, je la règle à 13 Nm, hein, c'est ce que nous dit la notice, donc on suit la notice. Voilà. Je viens serrer ma culasse, serrage en croix toujours, comme d'habitude. Et donc, hop, on finit le serrage, 13 Nm comme marqué dans la notice. Impeccable. Une fois ça fait, hein, bon moi je me sers de mon disque gradué, mais bon, après tu peux te servir d'autres choses pour faire tourner le vilebrequin. Si jamais t'as pas de disque gradué ou quoi que ce soit, tu remets simplement l'écrou d'allumage par exemple avec une clé clac clac. Donc là, hop, bon, tu vois, ça touche. Je fais 3, 4, 5, 6 allers-retours, quelque chose comme ça. Voilà, donc là, hop, maintenant je sais que je suis pas mal. Donc pour faire ta mesure, hein, c'est pas compliqué du coup. Vu que tu as 3 points d'étain, prends une calculette, ton téléphone, peu importe, un truc qui calcule. Et tu fais une moyenne des 3. Voilà, donc là tu viens mesurer là où c'est écrasé.
Hop. Donc là, 0,68 plus 0,71 plus 0,66. Donc là, je suis un peu trop serré. Hop, égal. Donc ça me fait 2,05 divisé par 3, puisqu'on a 3 points d'éteint. Ça me fait une moyenne à 0,683. Donc là, ben, je vais lui mettre le joint en base le plus épais que j'ai, hein, un 0,60, et normalement, on devrait être pas mal. Donc je remplace le joint de 0,50 par un joint de 0,60. Hein, normalement, je devrais arriver à 0,78 en théorie. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même refaire la mesure, hein, pour être bien sûr. Parce que voilà, des fois, tu peux avoir des petites différences, hein, d'épaisseur de joint. Alors on parle de quelques centièmes, hein, bien entendu. Mais voilà, quand on veut de la précision, et là-dessus, hein, de la précision, il en faut. Bon, j'arrive à 0,726, 0,73. On est donné entre 0,75 et 0,8. Bon, je vais rester comme ça. De toute façon, j'ai pas de joint plus épais. Et en sachant que, en plus, tu vois, mon pied à coulisse n'était pas tout à fait à 0. J'ai 2 centièmes exactement qui se baladent. Donc, on est à 0,75 sans souci. Donc là, pour cette partie-là, je considère que c'est bon. Je vais donc mesurer les diagrammes du cylindre. Qu'est-ce que c'est? C'est les hauteurs de transfert dans le cylindre. Transfert et conduit d'échappement. Donc conduit d'échappement, t'imagines bien, voilà, échappement, les transferts, donc c'est toutes les parties sur les côtés. Et donc on vient mesurer ça en degrés avec le disque gradué qui est juste là, donc en degrés de rotation de Villebrequin. Voilà. Donc si tu sais pas exactement à quoi ça correspond, c'est assez compliqué à expliquer comme ça rapidement, je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà, sache que c'est une mesure qu'on peut faire pour savoir comment est placée la puissance du cylindre au départ. Et ensuite ça nous sert surtout en cas de préparation. Bon là il n'y en aura pas, mais moi j'aime bien savoir où est-ce que je mets les pieds. Donc je passe mesure de taux de compression, donc en l'occurrence dans un premier temps volume de chambre, hein, avant de calculer le taux de compression. Donc j'ai mis de la graisse sur le haut du cylindre, de la graisse bien épaisse, j'ai fait monter mon piston complètement au point maro pour qu'il soit totalement à zéro. J'ai enlevé l'excédent de graisse, hein, la graisse étant là pour que ce soit étanche. Ensuite je remonte ma culasse avec le joint cette fois, autant pour une mesure de squish on s'en fiche, autant là il faut que la culasse soit bien étanche, hein, sinon ça peut pas aller. Toujours serré au couple. Et donc ensuite je viens prendre ma petite pipette. Hop. Voilà, je me mets à zéro et là je remplis à ras-bord jusqu'à ce que ça fasse une espèce de petite bulle au-dessus de mon trou de bougie. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre que mon excédent d'huile, enfin c'est un mélange d'huile et d'essence, hein, au cas où tu te poses la question. Moi je fais un mélange à 50-50, donc autant d'huile que d'essence. Donc j'attends maintenant que mon excédent qui était sur les parois redescende comme il faut pour pouvoir lire ma mesure. Alors, j'ai fini mes mesures moi. Donc, tac, je vais commencer par te parler des diagrammes que j'ai mesurés. Alors c'est assez spécial, hein. Les gens qui connaissent un petit peu ce genre de valeur vont trouver ça un peu curieux, moi le premier d'ailleurs. Je me dis qu'il y a une certaine marge de prépa quand même dans le cylindre, ne serait-ce qu'en termes de diagramme, sans même parler du balayage. Le balayage, si tu te poses la question, c'est la façon dont vont déboucher les transferts dans le cylindre. Voilà, bon, ça, on va garder ça totalement à part. Donc, grossièrement, je vais pas te donner tous les transferts un par un, parce qu'il y a un petit peu d'écart, mais voilà, grossièrement, en admission, donc les latéraux, j'ai environ 127 degrés, l'arrière, j'ai 125 degrés. Et à l'échappement, je mesure 196 degrés sur le conduit principal et 189 degrés sur les boosters. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Clairement, pour un maximum de performance, l'échappement est un peu haut. Mais bon, pourquoi pas, à la limite c'est un scoot, hein, donc c'est une autre façon de faire. Par contre, les latéraux, eux, sont beaucoup trop bas. Je pense que remonter tout ça aux alentours de 130 degrés, voire un peu plus, ce serait que bénéfique. Mais bon voilà, de toute façon là l'idée moi c'est d'essayer le cylindre totalement stock, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, en termes de taux de compression et de volume de chambre.
Donc en volume de chambre, j'ai mesuré 7,2 millilitres. Volume brut sans déduire la bougie. Je déduis 1,5 millilitres pour la bougie, puisque c'est une bougie en culot court. Donc 7,2 moins 1,5, ça me fait 5,7 millilitres. Donc ça, c'est mon volume de chambre mesuré. Maintenant, j'ai calculé mon taux de compression. Donc avant de calculer mon taux de compression, il a fallu que je mesure exactement la cylindrée du moteur. Donc le moteur fait exactement 69,72 cm3. Voilà pour ça. Et donc, en termes de taux de compression, je mesure 13,23 pour 1. On dit toujours pour 1 puisque c'est pour 1 cylindre. Donc 13,23 pour moi, c'est vraiment pas mal pour un moteur à air. C'est ni trop faible, ni trop haut. Je pense que c'est une valeur vraiment idéale. Voilà, j'aurais pas mis plus, j'aurais pas mis moins. Je pense que c'est pas mal. À la limite jusqu'à 13,5, pourquoi pas. Mais voilà, pas plus. C'est du petit moteur à air qui chauffe énormément. Donc on évite de le faire chauffer encore plus de par le taux de compression. Donc d'où l'importance, tu vas le comprendre, pour avoir ces bonnes valeurs là, d'où l'importance d'avoir un squish qui soit cohérent. Là tu vois, donc j'ai 0,73 de squish, je sais que j'ai ces valeurs là. Donc c'est vraiment bien, je pense que si j'avais eu pile poil les entre 0,75 et 0,80, on aurait eu grossièrement 13 pour 1 de taux. Donc c'était aussi très acceptable. Donc, ben voilà, pour cette partie-là, déjà, les mesures me plaisent, les résultats sont pas trop mal, hormis les diagrammes, mais bon, voilà, je pense que si le fabricant l'a fait comme ça, c'est qu'ils estimaient que c'était pas mal. Donc moi, bête et discipliné, je vais essayer, tout simplement. Maintenant, je vais finir de monter le moteur, et d'ailleurs, je vais monter surtout l'allumage à rotor interne, le mal aussi et ma chère team, et puis je vais tâcher de te détailler ça aussi pour t'expliquer comment je le monte, lesquels points sur lesquels il faut faire attention, en l'occurrence sur le montage des vis, et comment je fais pour caler mon allumage. Donc, toute première étape pour le montage de l'allumage. Alors, sache que les vis, je vais te montrer exactement où elles allaient après, là c'est uniquement monté à blanc. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement déjà pour voir comment ils se montaient, parce que moi c'est le premier que je monte complètement. Et ensuite, il fallait que je puisse réfléchir un petit peu pour la longueur de câble, où et comment j'allais me brancher sur le scoot. Donc là, tu vois, j'ai un petit peu de longueur de câble, mais bon, c'est pas non plus énorme. Par contre, j'en ai quand même encore un peu plus, tu vois, ici, sur le boîtier CDI. Donc voilà, donc finalement le boîtier CDI sera monté côté droite du coffre du scooter, donc quand tu es assis dessus, en lieu et place du réservoir d'huile d'origine, ça va tomber nickel. Donc pour ça en fait, il m'a fallu monter l'allumage dans différentes positions pour voir celle qui me plaisait le mieux au niveau de la longueur de câble surtout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un montage à blanc. Donc là pour moi, sur le Rocket ça va être comme ça va être parfait. Et je pense à mon avis que sur Booster, on devrait le monter à peu près de la même façon. Ensuite, donc, au niveau visserie, tu vas avoir 5 petites vis comme celle-ci en M5. Voilà, donc là, je t'en montre que 2, c'est normal, les 3 autres sont là. Donc, tu comprends tout de suite pourquoi il y en a 5. Donc, 4 qui vont pour fixer le stator à la première platine. Et une qui reste en rabe pour cette fixation-là, donc pour fixer l'ensemble stator première platine sur la seconde platine. Les 2 vis les plus longues, ici, sont celles qui servent ensuite au calage de l'allumage également. Ces vis là, celles-ci je te conseille de les serrer définitivement à la fin. Pourquoi? Parce que tout sur un allumage, toutes ces vis là doivent être montées au loctite, hormis les 2 grandes et une des petites qui nous sert au calage de l'allumage. Tu peux les monter au loctite une fois que tu as défini ton calage, définitivement, c'est-à-dire que moi je vais le caler là, ça va démarrer, machin et compagnie, pas de souci. Mais forcément ça, moi je vais le modifier au banc. Donc voilà. Également aussi, tu as un petit peu de jeu entre les fers du stator ici et donc la première platine. Et donc moi je préfère aussi définir, faire le serrage du moins au loctite de cette platine là à la fin. Donc là à la fin, pas à la fin du moteur mais à la fin du montage pour être bien sûr que les fers ne viennent pas toucher mon rotor. Voilà. Ensuite, donc tu as cette grosse platine là principale, donc elle c'est pareil, elle se monte avec les 2 vis M6 juste ici. Et donc, pareil, montage à la loctite. Donc loctite faible, c'est largement suffisant, loctite bleu. On n'en avait pas beaucoup, une petite goutte ça suffit, le but c'est pas non plus que ça soit soudé par le loctite, t'imagines bien. Faire attention à ça, je sais qu'il y en a qui sont friands de ça, mais c'est sûr que plus t'en mets, plus ça tient. Mais juste une petite goutte, ça suffit largement. Ensuite, clé dynamo,
réglage 10 Nm. Pour du M6, c'est ce qu'il faut. Tac. Voilà, là, non seulement c'est serré au bon couple, en plus c'est collé, donc sur cette partie-là, je suis tranquille. Ensuite, donc, je viens placer mon stator dans un premier temps. Donc avec juste mes vis comme ça, qui sont, je vais pas dire serrées, mais approchées, tu vois, je leur mets juste, hop, un petit coup. Toutes celles-ci, hein, comme je t'ai dit, une fois que mon allumage est calé, je les redesserre à la fin, hein, surtout pour être bien sûr donc que les fers ici ne viennent pas toucher mon rotor. Donc là, maintenant que je lui ai défini sa position dans laquelle je le voulais, hein, parce que c'est vrai que je te l'ai peut-être pas précisé, hein, mais tu peux vraiment le fixer. Tu as 3 positions totales pour le mettre, hein, étant donné que tu as 3 trous, tu peux le tourner à chaque fois de 180 degrés. Donc ça, c'est quand même pas mal pour le coup, ils ont été assez intelligents là-dessus chez Malos. Voilà, donc là, hein, tu vois bien, au montage, j'essaye de me mettre en plein milieu de ces lumières-là, hein, celle-ci étant vachement grande, donc j'ai beaucoup de marge. Mais là, voilà, le but, c'est de se mettre en plein milieu pour pouvoir faire un peu plus ou un peu moins physiquement sur le calage de l'allumage. Donc là, maintenant, ça y est, je suis prêt à monter mon rotor et à faire mon calage d'allumage. Donc, après avoir vérifié dans la notice nous dit calage d'allumage à 1,55 mm. Pour te donner une petite idée, un PVL n'a rien à voir en termes de calage, hein. Très souvent c'est entre 6,5 et 7 mm. 1,55, ça a l'air d'être assez commun à tous les types de moteurs, hein, de ce qu'ils disent dans la notice. Et puis après, bah forcément, comme d'habitude, hein, c'est à affiner en fonction des moteurs, et tout ça, bah, ça se teste au banc. Donc là, la première chose que je fais déjà, je prends un peu de nettoyant frein sur un chiffon et je viens dégraisser le cône du vilo. Très important, hein, pour que le rotor tienne bien en place. Donc ça, c'est la première chose, hein, et tu vois tout de suite, hein, tu as toujours un petit peu de gras dessus. Je viens faire la même chose sur mon rotor. Pareil, hein, pour être bien sûr qu'à l'intérieur, il soit bien dégraissé. C'est grâce à ça, hein, qu'un allumage tient bien en place, hein. Souvent, j'en vois beaucoup qui se font avoir avec ça. Ils cherchent des pannes en fait qui ne comprennent pas, et tout simplement, bah, l'allumage il a bougé quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est fait, je suis dégraissé. Ensuite, donc tu vois, ici j'ai monté mon comparateur, hein, donc avec mon comparateur, je suis venu trouver mon point mort haut. Donc le point mort haut, hein, c'est quand le piston il est au plus haut. Et ensuite, donc je reviens dans le sens inverse de la rotation du moteur. Donc là, mon moteur tourne dans le sens horaire, comme ça. Et donc moi, il me faut 1,55 mm d'avance. Donc c'est de l'avance au point mort haut. C'est-à-dire que je vais mettre 1,55 mm ici, avant mon point mort haut. Donc là, l'aiguille ici faisant un tour égale 1 mm. Donc là, je reviens en arrière. Donc là, j'ai 1 mm. Et ensuite, il me dit 55. Donc je viens me mettre à 55. Et voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à aligner le repère B ici du rotor avec le repère B ici du stator. Et donc, pour ce faire, pour être bien sûr d'être en place, hop, donc je viens me placer. Hop. On essaye de ne pas faire tourner le vélo en même temps, tout en étant bien en face. Alors là, je vais essayer de le faire. Avec la caméra qui me gêne, je t'avouerai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Bon, là, ça a l'air d'être bon. Et moi, ce que je fais, tac, je lui mets un petit coup de maillet, histoire de le verrouiller déjà une première fois. Et ensuite, donc, je suis prêt à serrer avec mon écrou. Et donc, pour faire mon serrage, clé à choc. J'ai renlevé mon comparateur en haut, bien sûr. Pourquoi clé à choc, hein? Ça fait beaucoup moins de dégâts, voire en fait quasiment pas, hein. Ça a été prouvé, mesuré plusieurs fois, et pas que chez moi. Ce genre de choses, hein, bloc piston, ça c'est à proscrire, hein. Ça c'est une aberration, ce genre d'outil. Ça vient forcer sur les vilebrequins. Et ça décale tout, donc vraiment faut pas s'en servir, hein. J'en ai un moi depuis des années, je vais pas le jeter, mais voilà, ça fait longtemps que je m'en sers plus. Donc, hop, un petit coup de clé à choc, attention les oreilles. Voilà, là maintenant je sais que c'est serré. Une fois ça fait, je remets le comparateur et je viens revérifier mon calage. Donc là, tu vois, j'ai remis mon comparateur, comme tout à l'heure, hein, je suis revenu au point mort haut, donc à 0. J'ai revenu en arrière de 1,55 mm, hein, et là, donc mes deux repères B sont bien en face, pile poil. Je sais pas si sur la caméra c'est le cas, mais en tout cas, visuellement,
c'est bien en place parfaitement. Donc là, je sais que je suis bon sur mon calage. Maintenant, mon rotor est serré, donc je peux retirer hop, mon comparateur à nouveau. Et donc là, tu vois, tout à l'heure, je te disais, faire attention qu'il n'y ait rien qui touche. Et là, en l'occurrence, ça a l'air d'être pas mal. Donc, je suis plutôt bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer un petit peu plus fort donc les 3 vis qui servent au calage de mon allumage. Hop, alors là, là, et là, comme ça je suis sûr que rien ne bouge. Et maintenant, je redéfais les 4 vis là et je viens les monter définitivement au Loctite. Et pour terminer, hein, moi j'aime bien, je suis assez friand de la clé dynamo. Donc là c'est pareil, serrage à la clé dynamo. Au moins je suis sûr de moi. Et là-dessus, alors dans la notice ils te disent rien, hein, mais moi je peux te le dire, là-dessus, ce genre de vis, hein, tu mets 600 grammes de serrage. Et c'est parfait. Tac. Voilà. Donc là maintenant mon allumage est monté de façon définitive. Mon calage est assuré. Ensuite donc il me reste cette platine à monter, hein, donc ça c'est une platine d'inertie. D'ailleurs je suis en train de voir que ils sont bien gentils chez Mal aussi, mais les vaches ils te fournissent même pas les vis qui vont au milieu là. Bon, tant pis. Donc ouais, la platine elle va comme ça, et après par-dessus la platine je pouvais pouvoir revenir venir revisser hein, la veloute de refroidissement pour le moteur. Donc voilà, là comme ça tu vois un petit peu ce que ça donne. Tu vois le petit obturateur de pompe à huile juste ici, hein. Ça c'est bien propre aussi, ça me plaît au moins. J'ai pas de saloperies qui vont pouvoir passer spécialement derrière, bon du moins par là. Après sur les côtés de l'allumage il y en aura toujours un petit peu, mais bon ça voilà. Donc pour cette partie là, je pense que c'est bon. Petite précision aussi, hein, ces 2 vis là pour la platine, ici. Je te conseille également de les monter à la Loctite. Alors moi je vais pas le faire tout de suite parce que l'allumage, il y a de grandes chances que je remonte et redémonte hein, pour modifier le calage au banc. Donc je vais simplement les serrer manuellement dans un premier temps et à la fin seulement je viendrai les serrer à la Loctite. Donc ensuite je passe au montage de la big valve, hein. Donc tu vois je t'ai détaillé un petit peu toutes les pièces qui sont fournies avec. On a la cale d'embase, la grosse pipe d'admission, la boîte à clapet, de la visserie, différents joints avec une petite cale, des butées de clapet si on veut, on a même un collier, enfin voilà. Donc là je vais te détailler un petit peu le montage aussi. Tu auras 4 vis en trop, soit celles-ci, soit celles qui sont là. Ça dépendra de toi. En l'occurrence, pourquoi ces vis en trop? Parce qu'en fait dans la notice ils te fournissent des vis ici un petit peu plus longues au cas où tu utiliserais autre chose comme boîte à clapet. Donc ça on verra, je pense que peut-être que je ferai le test directement avec une autre boîte à clapet sur le banc. Donc ici tu vois je t'ai détaillé quelle vis allait où, hein, si jamais ça peut t'éviter de chercher dans la notice, hein. Donc ici sur l'embase, donc les 4 vis qui vont là et là, ce sont les vis M6 par 18 avec les petites rondelles en alu. Et donc là en haut, hein, soit les M6 par 20, soit les M6 par 25 selon la boîte à clapet que tu utilises avec les rondelles en acier. Donc jusque là, hein, rien de très compliqué à monter. Idem, hein, il te précise aussi qu'il te faut mettre de la Loctite dessus et il te donne aussi un couple de serrage dans la notice. Donc là, ben c'est parti. Donc moi je prépare mes vis les plus courtes. Hop. Donc voilà, celle-ci j'en avais inversé 2. Donc les M6 par 18 avec les 4 petites rondelles en alu. Hop. Tac, ensuite il me faut venir mettre, donc j'ai un joint qui va ici bien sûr. Donc là tu vois, je prépare tout. Bon, ça va être un petit peu chiant à mettre, surtout la première. Hop, je mets déjà de la Loctite sur une vis. Et voilà, donc là, bon visiblement ils te fournissent une... je le disais au début de la vidéo, ils te fournissent une deuxième clé Allen spécifique comme ça, mais elle n'a pas l'air d'avoir trop d'utilité ici, si ce n'est l'utilité d'une clé Allen standard. Donc finalement, tu peux vraiment aisément couper la première du cylindre pour t'arranger à faire le montage aussi facilement que ce que je l'ai fait. Hop.
Bon, ils fournissent des rondelles en alu hein, pour l'étanchéité, mais honnêtement, je pense pas qu'elles aient vraiment une très grande utilité, si ce n'est celle d'une rondelle standard, quoi. Parce que là, où sont placés les perçages avec le joint derrière, etc. Franchement, j'ai absolument aucun doute sur l'étanchéité de l'ensemble. Comme tout à l'heure, on ressort la clé dynamo. Donc là, on est sur du M6, hein, donc couple de serrage du M6, généralement, c'est de 10 à 12 Nm. Moi, je mets 10, c'est parfait. Comme ça, on est certain de ce qu'on fait. Alors là, ça va être un petit peu chiant à serrer à cause des rondelles en alu, elles vont s'écraser. Ça, c'est obligé. Voilà. Tac. Voilà pour ça. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la seconde étape. Donc, ils te disent... hop, toc, 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 toc. Que je te dise pas de conneries, moi. Ouais. Ok. Donc, ils te disent qu'il faut mettre un joint comme ça. Ensuite, la cale en alu. Et un second joint, comme ceci. Et ensuite, tu viens mettre par-dessus ta boîte à clapet. Voilà. Alors je sais pas trop quelle utilité elle a cette cale en alu. Je t'avouerai que je vais essayer d'investiguer un petit peu et pour en voir un peu plus. Hein, parce que là, je trouve pas ça très logique leur truc. Donc j'ai compris pourquoi ils te mettent ça. En fait, la réponse elle est là, elle est toute bête. Hein. Tu vois ici t'as quasiment pas de plan de joint. Donc en fait pour récupérer une belle étanchéité sur l'ensemble, hein, ils se servent de ce type de montage là. Donc ça avec la cale en alu et le deuxième joint par dessus et au moins normalement ça devrait assurer totalement l'étanchéité. Donc voilà, c'est pas du tout hein, pour une histoire de clapet ou quoi que ce soit, hein. Les clapets sont loin de toucher dans le fond du cylindre. Donc là c'est bon. Du coup donc je prépare les deuxièmes vis, donc M6 par 20 avec les rondelles. Tu vois hein. Ici j'ai les trous qui sont au blond, donc ça va me permettre de glisser la pipe en principe. Hop, c'est bien ça, impeccable. Et donc à l'autre bout je peux les mettre les deux autres. Alors là c'est pareil, ils te disent de monter ça à la loctite, celle-ci pour le coup je vais pas le faire étant donné que je vais certainement redémonter pour refaire un test de boîte à clapet. Donc pour le moment je m'embête pas avec ça. Ici pas de joint, hein. Pourquoi? Parce que la pipe étant entièrement en caoutchouc de chaque côté, donc par son propre serrage, elle fait son étanchéité. Donc avant de passer au reste, je vais déjà passer au montage du moteur dans le châssis. Donc le reste à monter c'est quoi? Ça va être la transmission Doppler ici, toute la variation mal aussi. Pourquoi je mets déjà le moteur dans le châssis? Parce que déjà je n'ai pas encore reçu le joint pour le carter de transmission, il devrait arriver dans la journée. Et puis ce sera aussi plus facile pour moi de faire ça là que de faire ça sur l'établi, étant donné qu'il va falloir que je vidange, je vais avoir de l'huile à couler, etc. Enfin voilà. Donc là je vais déjà faire ça, et puis ce sera déjà pas mal. Bon, visiblement je vais pas recevoir le joint que j'attends aujourd'hui, donc la transmission je la montrerai un petit peu plus tard. En attendant, je vais faire le montage donc de la variation avec l'embrayage Doppler et terminer le montage du correcteur de couple. Donc histoire de te détailler ça un petit peu, le correcteur de couple, hein, tu vois, tu as deux petits joints comme ça, toriques, qui sont fournis avec. Tu as des espèces de petits taquets qui vont dedans, une entretoise, une pièce qui va par-dessus pour fermer l'ensemble, etc. Enfin voilà. Donc le correcteur de couple, hein, tu vois, tu as plusieurs pentes différentes. Donc en réalité, c'est deux types de pentes différentes avec les trois taquets. Donc tu en as une qui est un peu plus droite et une qui est un peu plus couchée. Là écoute, je vais essayer au pif celle qui est un peu plus couchée. Je pense qu'elle doit être un peu plus douce. À mon avis, ça doit être fait pour des configs qui sont un petit peu moins grosses. À savoir, hein, même si là c'est une grosse config pour un booster, je parle vraiment de moteur de course hein, sur nitro, etc. Donc on commence déjà, on met les joints toriques. Donc il y en a un qui va tout au fond, hop, voilà, comme ceci, et un qui va
juste sur la partie haute, hein. De toute façon tu peux pas te tromper. Voilà. Ensuite, tu as une graisse spécifique qui est fournie par Malossi. Donc là, il faut pas hésiter, faut aller en mettre dedans. Voilà. On met un petit peu sur les joints toriques aussi. Hop. Et puis ensuite, eh bien, on peut venir mettre les taquets en place. Donc ça fait partie des réglages aussi, hein. Quand on teste au banc, voilà, moi je vais essayer un réglage, ensuite je vais essayer l'autre, et puis je vais voir celui qui me paraîtra le plus adapté pour mon utilisation en tout cas. Hop, c'est bon. Et donc ensuite, tu vois, je peux venir refermer l'ensemble avec cette pièce-là. Tac. Et ensuite, hein, je le fais fonctionner comme ça plusieurs fois, histoire que la graisse s'étale un petit peu. Et puis, on est pas mal. Ensuite, donc, montage de l'embrayage et du ressort. Hein, donc, tu vois, tout simple, ça vient s'emboîter comme ça. Le plus chiant, forcément, c'est de presser le tout avec le ressort. Alors là, moi, je vais te montrer ma petite technique. Je me sers d'un serre-joint, comme ceci, un serre-joint que tu vois automatique. Hop. Et donc ensuite, je viens appuyer comme ça. Alors faut faire gaffe, hein, parce que si ça te saute à la gueule, autant me dire que tu pourrais te casser le nez. Tu vois, voilà. Moi je fais comme ça. Et ensuite je viens mettre mon écrou. Hop. Et ça va tout seul. Voilà. Comme ça, t'es tranquille. Même au démontage, hein, je fais exactement la même chose. Comme ça, c'est parfait aussi. Par contre, je viens de me dire que là, j'ai fait une demi-connerie. Bon, rien de méchant, mais je vais redémonter parce que je veux remonter toutes les vis de l'embrayage au Loctite pour être tranquille. Au passage, hein, je te montre l'embrayage Doppler SX86 que j'aime bien dessus, c'est la façon dont il se règle. Tu vois, ici, tu as des vis excentriques où desserrer complètement, le ressort est détendu. Et hop, tu peux serrer complètement, il y a un peu de marge hein, en termes de réglage, et là, le ressort est tendu. Donc tu vois, je vais essayer de te montrer dedans, sur la partie haute, là. Hop, tu vois bien, le ressort, il se détend et il se retend. Voilà, donc là, moi, dans un premier temps, de toute façon, je vais essayer, je vais tout mettre en position détendue au maximum avec les ressorts blancs. J'ai aussi des ressorts rouges qui sont encore plus durs. Je vais commencer comme ça, et puis ça, je verrai petit à petit. Donc là, mes 6 vis sont remontées à la Loctite, hein, 1, 2, 3, même chose à l'arrière. Maintenant, je suis tranquille. Donc je peux enfin remonter l'ensemble de façon définitive. Donc là, c'est le moment hein, où on va monter l'ensemble. Donc là, rien de très compliqué non plus. Je vais mettre un petit peu de graisse quand même. Là, tu vois, tu as une cage à aiguille dans le fond. Je vais lui mettre un petit peu de graisse hein, que Malossi nous fournisse. Histoire d'être tranquille. Hop. La graisse volante. Voilà. Pareil, hein, ça sert à rien d'aller en mettre des quantités industrielles dedans. Juste une petite noix. Et puis, de toute façon, quand ça va fonctionner, hein, la graisse va s'étaler sur le... Tu vois ce que je mets, hein, j'ai mis 2 fois ça. La graisse va s'étaler toute seule sur la cage à aiguille, donc voilà, ça ira parfaitement. Voilà. Donc là, hop, je fais bien attention de ne pas aller en mettre sur l'embrayage non plus. Donc jusqu'ici, hein, rien de plus simple, hein, voilà, ça se monte comme ça, tout seul. Et là où les entretoises vont nous servir, alors tu vas voir, c'est quand on vient monter la cloche. Donc là, pareil, la petite cloche qui va bien, Doppler SX86. Et tu vois, si je viens la mettre, tu vois, elle touche, elle frotte. Donc là, normalement, tu mets la petite entretoise. Et là, il en manque encore un peu. Donc c'est pour ça qu'il y a également une petite rondelle avec. Hop. Alors c'est pas parce que c'est une cloche Doppler ou quoi que ce soit, hein, ça le fait avec n'importe quelle cloche. Ça le fait avec tout en fait. De mémoire, je crois qu'il n'en existe qu'une seule qui d'origine est prévue pour ce montage là. Voilà, tu vois, là ça touche plus, donc je sais que je vais pouvoir serrer mon ensemble assez tranquillement. Donc là, hop, je renlève, je fais bien attention de rien perdre, la petite rondelle qui va avec.
Et donc je vais pouvoir aller mettre la courroie dedans. Donc la courroie, tu vois, tu as un sens, hein. Les flèches ici, sens de fonctionnement, donc ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, je viens placer ma courroie dans mon correcteur. Alors ça peut être un peu sportif, hein, des fois. Il faut... Je sais pas si tu vois, mais j'en chie un peu quand même. Voilà. Donc là, elle est partiellement dedans. Hop. Et donc je remets l'ensemble, ma petite rondelle avec son entretoise. Hop. Et voilà. Et donc là, je vais pouvoir lui mettre l'écrou tout neuf. Voilà, au moins tu vois, ça c'est pareil, j'ai pris un écrou neuf, c'est pas ce que ça vaut et au moins t'es tranquille. D'entrée de jeu, tu te poses pas de questions. Voilà pour ça. Au niveau du vario, alors le vario, donc moi je l'avais déjà mis en place, mais bon je vais te montrer quand même. Rien de compliqué, hein. Il te faut enlever l'ensemble ici des pièces liées au démarreur, etc. Tu enlèves tout complètement. Mal aussi te fournissent une nouvelle entretoise que tu viens mettre dans le fond qui remplace la même entretoise mais qui est d'origine. Tu la montes. Au niveau du vario, tu as juste les petits taquets en plastique ici à mettre sur cette partie là du vario. Bon, moi j'ai mis des galets dedans à l'arrache, j'ai mis du 5,5 g pour commencer. Galets spécifiques, hein, dans les grandes places, hein, dans les varios grandes plages, c'est du 19 je crois, je sais plus si c'est marqué dessus. Non, je sais plus. C'est du diamètre 19 en tout cas, ça c'est sûr. Après je sais plus la largeur, mais bon, de toute façon, tu regardes un schéma aussi, c'est exactement les mêmes. Donc voilà, hop, là je mets ma courroie, et donc ensuite tu as une petite rondelle à mettre ici, donc ça après ça dépend, tout ça ça fait partie des réglages aussi. Puis tu viens remonter l'ensemble, hein. Hop, comme ceci, avec ton écrou dessus, et c'est prêt. Donc pareil, hein, ici, clé à choc, ici, clé à choc, et t'es prêt. Bon, tu vois, les choses avancent pas mal, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose petit à petit. Donc j'ai monté l'échappement, bon le carbu juste emboîté dans la pipe comme ça pour le moment. J'ai aussi reçu mon bloc optique arrière, alors bon c'est pas forcément ce que je voulais monter, j'aurais préféré monter un origine parce que ça c'est joli, oui, mais par contre je sais que c'est de la merde dans le temps. Et bon, impossible d'en trouver un vraiment en bon état, donc bon bah voilà, pas le choix. Donc là, l'échappement en place, j'ai monté la volute de refroidissement, j'ai également placé, tu vois, le boîtier CDI sur le côté ici, la bobine ici, alors oui c'est vissé sur du plastique, hein, mais de toute façon la masse ne se fait pas par la fixation, je te dis ça au cas où, pour les connaisseurs. La masse, hein, donc je suis venu tout reprendre ici, j'ai également ajouté un fil qui est, enfin, ajouté un fil, il est fourni avec l'allumage, hein, mais il faut bien y penser, hein, donc je repars d'ici pour me refaire une masse avec le moteur à ce niveau là. Donc là ça va me servir en même temps pour serrer le cache ici. Tac tac tac, ça c'est bon. Et si j'ai aussi raccordé donc le coupe-circuit de l'allumage d'origine, j'ai réussi à le reprendre sur le Neumann ici, hein, donc tu verras à la fin ça fonctionne normalement avec la clé, donc ça aussi c'est plutôt cool. Voilà pour ça à peu près. Il m'a fallu également découper comment dire le cache du cylindre. Alors de découper pour plusieurs raisons. Premièrement à ce niveau là, hein, ici pour que ça passe avec la big valve, à ce niveau là également pour que ça passe avec le conduit d'échappement. Et moi tu vois en plus, hein, je lui ai fait sur le côté ces choses là, hein, histoire que l'air chaud s'évacue comme il faut, surtout au niveau de la culasse, c'est là où ça chauffe le plus, et un petit peu au niveau du cylindre. Donc voilà, j'ai fait également tout ça. Bon bah je pense que c'est à peu près tout pour le moment. Ça continue d'avancer gentiment. Alors tu m'excuses, hein, je n'ai pas pu te montrer tout ça petit à petit pour la simple et bonne raison que je sortais de chez le dentiste, que j'avais la bouche complètement anesthésiée et que je parlais comme un handicapé quoi. Donc voilà. Allez, eh ben, je continue. Petite chose également que je t'ai pas précisé, j'ai fait une petite modif sur le passage du câble de l'allumage, hein, tu vois, donc je le fais passer juste là par derrière comme ça. À la place du... je crois que c'est la durite... oui c'est ça, c'est la petite durite de pompe à huile qui passe ici. Et à ce niveau-là, ici donc c'est la grosse durite de pompe à huile qui passe là, hein, tu vois, donc là ça passe nickel, au moins ça va toucher nulle part. Et j'ai pu mettre ma cosse juste ici, et j'ai pile poil la longueur qu'il faut, hein, tu vois, pour aller là. Donc ça c'est cool, c'est propre, ça me plaît bien, ça passe nickel, donc je suis plutôt content.
ça continue d'avancer. J'ai monté le guidon tout neuf, la nouvelle poignée de gaz, le petit commodo du coup, hein, donc ça en plus c'est un tirage rapide, donc ça va être nickel pour les gros carbus. Bon, je suis pas trop fan du vieux mètre cylindre, hein, mais bon, dans un premier temps je vais faire avec. Et puis là, j'ai été en train de monter les petits leviers Doppler en taille et masse. Franchement, c'est vraiment chouette. Ça arrive dans un beau petit packaging comme ça là, c'est sympa. Et là tu vois, donc je vais monter le levier de frein arrière. Plutôt content, franchement ça fait vraiment de la belle pièce, donc ça c'est cool. Bon, ben voilà, hein, cap de gaz mis, cap de frein arrière neuf mis. Bon, il me plaît pas trop le cap de frein arrière neuf, je vais voir ce que je vais faire là-dessus. Surtout, j'ai mis aussi les durites d'essence et puis les deux robinets. Alors pourquoi les deux, hein, je vais te montrer. J'en voulais un là-haut absolument au cas où, voilà, on sait jamais. Et puis un autre aura du carbu ici, hein, pour quand tu démontes le carbu ou quoi que ce soit. Une fois que le passage de roue de toute façon est mis, l'autre là-haut, tu ne l'atteins plus. Donc voilà, petite précision là-dessus, hein, quand on monte des gros carbus comme ça sur ce type de véhicule, c'est très important de mettre des robinets avec des gros débits, parce que ça t'évite bien des problèmes de carburation. J'ai également reconditionné tout le système de kick, nettoyé tout l'intérieur et l'extérieur de ce carter là. Bon, je suis prêt à démarrer en fait là, donc je me suis... j'ai pas pris le temps de le refaire lui nickel encore pour le moment, mais voilà, ça viendra. J'ai posé le kick dessus, et puis là ça va vraiment être le tout premier démarrage. Ce que je redoute un petit peu, c'est que le rocher touche sur le vario. Bon, je vais voir, je sais pas. Je vais déjà mettre un coup de kick et puis je vais voir ce qui se passe. Bon, mais ça se présente pas mal ça. Ça se présente même vraiment pas mal. Donc, aussitôt démarré, hein, forcément, à suivre sur le banc, comme d'habitude. Donc moi j'ai rodé un petit peu le moteur tranquillement, hein, je lui ai fait faire plusieurs chauffes d'une dizaine, une quinzaine de minutes. Après je l'ai fait rouler tranquillement un peu sur le banc pendant une dizaine de minutes, et puis voilà, pour moi le moteur je l'estime rodé. Donc là, maintenant, je vais commencer les réglages. Et donc là-dessus, hein, quand on commence les réglages, puisqu'on n'a pas de boîte de vitesse, hein, forcément c'est un variateur, c'est un scooter, hein. Donc là, on le monte en calais, c'est-à-dire qu'en fait on enlève les galets du variateur pour l'empêcher de s'ouvrir et de se fermer à sa guise. À la place des galets, on vient caler une entretoise, hein, en métal entre la partie fixe du variateur en métal et le variateur en lui-même. Comme ça, il est déjà mis, voire 3/4 ouverture. Et donc tu vas voir, hein, le scooter il part en bas régime, il n'a pas du tout de sauce, et puis d'un coup il monte et il redescend, et voilà, ça te fait une courbe de puissance. C'est grâce à ça qu'on arrive à travailler réellement sur un moteur à variation. Le fait donc d'être en calé. Donc là, voilà, je vais faire un tout premier tir en calé déjà, voir ce que ça sort comme ça. Et puis on verra.